Déjà, je voulais vous remercier d'être venu jusqu'à moi, ici à Lyon. Vraiment, on a passé un très bon moment. Hein. Absolument. Avec les canards. Avec les canards, avec le chat. On va attaquer dans le dur, là, tout de suite. Alors, on va parler de Blight Masters, bien sûr. Déjà, j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur dans quelles circonstances et à quel moment vous avez entendu parler de Blight Masters. J'ai entendu parler de Blight Masters dans ma revue de presse le jour où je crois d'ailleurs que c'est quelqu'un ou plusieurs personnes qui m'avaient signalé une interview dans le Guardian sur la femme qui avait inventé les crédits défaut swap. Donc c'est là où j'ai tiqué parce que le nom de Blight Masters n'est jamais apparu dans la liste des 25 personnes les plus responsables, hein, selon la presse anglo-saxonne, américaine et anglaise, de ceux et celles qui ont créé la crise. Hein. Donc son nom n'apparaissait nulle part. Hein. Je donne la liste, je crois, dans le livre. Hein. Et c'était marrant parce que ouais, voilà, les 25 personnes qui ont déclenché la crise économique selon les listes faites en 2008 par la presse anglo-saxonne. Donc, et je trouvais ça quand même absolument extraordinaire que tout le monde y soit, sauf elle. C'est quand même parce que c'est les crédits défaut swap qui ont ruiné l'économie, enfin surtout les banques, quoi, parce que c'est les banques qui ont acheté un maximum de CDS. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai tiqué sur le fait qu'il y a une omerta médiatique sur elle. Voilà. À la limite, on aurait vu des interviews d'elle un peu partout. J'aurais pas spécialement cherché à comprendre plus sur Blight Masters que sur quelqu'un d'autre, quoi. Mais c'est justement le fait qu'elle ait été cachée qui a attiré mon attention. Voilà. Est-ce que vous avez tout de suite pris la décision d'écrire un livre sur elle ou est-ce que vous avez commencé quelques investigations avant de prendre cette décision? Non, j'ai pas cherché au départ, je n'ai pas cherché, mais alors ce qui a été étonnant, c'est que j'avais fait un grand papier sur le blog, et donc alors les réactions étaient immédiates, c'est-à-dire que vous avez la moitié des lecteurs qui étaient tombés amoureux d'elle, quoi. Donc c'est quand même assez drôle. Je veux dire, voilà une femme qui n'est absolument pas dans la liste, et il suffit qu'on montre une photo d'elle et ça a rendu la moitié des lecteurs complètement fous, quoi. Et du coup, bah voilà, du coup ça a aiguisé mon attention là-dessus. Vous parliez des 25 personnes qui sont responsables ou des crédits défaut swap, etc. Est-ce que vous savez pour quelques-uns qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oh, vous savez, il n'y a pas d'affolement, hein. Ils ont tous pris leur retraite avec des centaines de millions de dollars pour assurer leur vieux jour. Personne n'a été jeté en prison. L'autre moitié continue à travailler, elle est toujours à Wall Street. Voilà, donc je veux dire, cette crise, cette méga escroquerie qu'elle on a vue, et la dernière étant celle de MF Global, on a vu qu'il n'y a toujours personne en prison, donc c'est quand même fabuleux. Je veux dire, Madoff étant mis à part, bien entendu, et Stanford aussi. Alors, je me suis fait plaisir, je suis allé voir sur internet pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus quelques-uns, oui, pour deux d'entre eux. Oui. Il y en a un qui était quelques-uns qui étaient écrits dans votre livre. Oui. Mais par exemple, Peter Hancock, oui. lui il a démissionné brutalement de la JP Morgan en 2000 et il a rejoint AIG. Oui. Salaire 3,9 millions de dollars. Oui. C'est bien payé, hein. Oui. Hein, bah, je l'explique dans le livre d'ailleurs que l'ancien patron de Blight Masters est devenu patron d'AIG. C'est fou. C'est quand même absolument fascinant. Oui, bah il fallait bien quelqu'un. AIG, c'est quand même la clé, hein, de la grande crise de 2008. Hein. Moi, je rappelle à ceux qui nous regardent que si AIG n'avait pas été nationalisé à toute vitesse par le gouvernement américain, la Société Générale aurait perdu immédiatement 12 milliards secs. Et je pense qu'elle aurait déposé le bilan. Hein, parce ceci ne comprend pas, bien entendu, les crédits défaut swap qu'elle-même a dû payer. Alors, il y a un autre. 12 milliards, c'est quand même pas rien. Hein. Un autre, Bill Demchak. Demchak, oui. Alors lui, patron. Là, c'est quelqu'un qui était très très proche de Blight Masters. Exact. Et lui, il a rejoint une entreprise qui s'appelle PNC. Alors c'est une espèce de PNC aux portes. Une espèce d'edge fund ou truc comme ça. Non, PNC, c'est la Bank of Pittsburgh. Ah. Alors, d'une part, il est le patron de cette banque, et ensuite, il est au conseil d'administration, si mes souvenirs sont bons, de BlackRock. Salaire 9 millions. Bon. Voilà, bon, c'est le SMIC, quoi, pour eux.
Alors, malgré que votre livre se soit vendu à plus de 30 000 exemplaires et que vous ayez fait connaître Blightmaster en France, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que le nom de Blightmaster est apparu une seule fois dans la presse française, dans une presse de masse? C'est apparu une fois dans le Figaro Madame, parce qu'ils avaient fait un dossier, les femmes de Wall Street. Voilà. Mais bien entendu, le Figaro Magazine s'est gardé de préciser qu'un livre était disponible, de la même façon que quand Europe 1 m'avait invité, ils m'ont décommandé en fait un quart d'heure avant en disant que mon livre sur la crise et sur Blightmaster c'était un livre trop engagé. Et donc ils m'avaient remplacé par Bernard Thibault, patron de la CGT, qui lui n'est pas un homme engagé comme tout le monde le sait. D'ailleurs, il n'est pas engagé. C'est la preuve que Bernard Thibault fait partie du système et qu'il ne défend en rien. C'est-à-dire que, je veux dire, voilà un livre qui montre aux Français les mécanismes de la crise, comment elle s'est déroulée, comment ça s'est passé. Et Europe 1, donc, n'a pas jugé. Je crois que c'est Alexandre Poincaré, dans sa lâcheté totale, m'a fait décommander, parce qu'il n'a même pas eu le courage d'appeler lui-même, il l'a fait appeler par sa secrétaire. Voilà, et donc il remplace par Bernard Thibault qui bien entendu s'y connaît vachement en crise, quoi. Alors, bon, puisqu'on parle des médias, je sais que vous avez apprécié ma vidéo sur TF1. Oui, sur le groupe TF1. Oui. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous, les internautes, et pour vous, Pierre, je vais aller le chercher. Là, j'ai amené. Voilà, alors. Bon, j'espère. Je le mettrai de toute façon sur mon site internet. Peut-être que vous le mettrez sur votre blog. Oui. Donc, c'est l'intégralité de la presse française. Et il y a aussi des journaux et des médias européens. Donc là, on a absolument toute l'intégralité, la ramification totale des entreprises qui contrôlent ces médias-là. D'accord. Donc là, on a absolument tout et c'est relativement bien à jour. Oui. Donc là, au moins, on pourra pas se laisser avoir. Ah non, mais c'est fascinant, hein. C'est fascinant. On voit bien que Lagardère, Bouygues, Vivendi, PPR, etc. Je veux dire, effectivement, ils contrôlent 98% de la presse qui est disponible chez les marchands de journaux et également sur Internet. Non, mais c'est clair. Ça illustre tout à fait ce que Julien Tête me disait à propos des thèses de Bourdieu. C'est-à-dire que les gens très riches achètent les médias pour contrôler le message qu'on donne aux pauvres. Voilà. Donc, bienvenue, amis pauvres, bonjour. Je pense que vous allez être très intéressé, comme je le suis d'ailleurs, par ce graphique. C'est vous qui l'avez fait ? Non, je l'ai trouvé sur internet en fait et je me suis fait le plaisir de rajouter la JP Morgan. Alors on le voit pas trop bien ici, mais je le mettrai bien en évidence sur le site internet. Personne ne savait que la JP Morgan possédait 10% de TF1. C'est vous qui l'avez amené justement. Et là, on se rend compte que par définition, pour contrôler pour dire qu'il n'y a pas de crise, qu'y a-t-il de mieux que des journaux qui appartiennent aux banques, par définition. Hein. Exact. Voilà. Donc Libération appartenant au groupe Rothschild, Le Monde étant piloté par Mathieu Pigasse, Monsieur Pigasse qui est un ancien banquier, hein, qui est typiquement un ancien de l'équipe Minc, hein, et vous savez que Alain Minc a expliqué à la France entière, ça je l'ai déjà dit 1000 fois, hein, mais une piqûre de rappel n'est pas inutile, hein, que la crise, en 2008, hein, il disait ça, que la crise allait durer 3 mois. Voilà, on est en 2012, on est en juin 2012. Hein, donc les 3 mois, effectivement, ça a duré un certain temps. Oui, non, mais c'est fascinant. L'État français, on voit bien que l'État français possède quand même l'AFP, Radio France, les télévisions, je veux dire France Culture, France Info, RFI, France Bleu, France Inter, France 4, France Musique, mais c'est surtout l'AFP qui est important. Mais si on regarde bien, finalement, il y a... Enfin, ça se concentre quand même dans la main de pas beaucoup de groupes. Hein. Je veux dire, Lagardère a une grosse partie, Bouygues, Bertelsmann, Wendel, le Crédit Mutuel aussi possède pas mal de quotidiens régionaux. Oui, c'est intéressant. Ça montre pourquoi le Crédit Mutuel, qui est une banque, avait besoin d'investir dans des journaux papier, alors que tout le monde sait depuis à peu près 10 ans que la presse papier est vouée à un moment donné à disparaître
et que ça sera remplacé par la presse, par de la presse digitale. Donc là, c'est beaucoup d'argent que le Crédit Mutuel, mais comme la Banque Rothschild d'ailleurs, perd chaque année. J'ai du mal à croire qu'ils sont à l'équilibre. En plus, on sait pertinemment, si vous voulez, que quand un banquier ou des banquiers gèrent, ou des financiers gèrent un journal, ça se finit en eau de boudin. On a l'exemple aux États-Unis avec le fameux Los Angeles Times, qui était le plus grand, l'un des plus beaux fleurons du groupe Times Mirror aux États-Unis, et qui s'était retrouvé entre les mains d'un monsieur qui s'appelait, je crois, Sam Well, je ne veux pas dire de bêtises, mais et qui a littéralement détruit. C'était un parvenu, le mec il savait à peine lire, quoi. Tout ce qu'il savait faire c'est compter. Et donc, parce que justement il lui manquait les lettres, hein, donc il a acheté le journal, hein, mais il l'a géré comme un plouc, quoi. Et il l'a détruit. Il l'a détruit littéralement. Ouais, on a vu que le New York Times, par exemple, aujourd'hui appartient à l'homme le plus riche du Mexique et aussi du monde, c'est qui est Carlos Slim. C'est pas un hasard. Techniquement, ce n'est pas un hasard. Et en Allemagne, on connaît le groupe Prisma, Bertelsmann, etc. Donc, ce sont quand même avant toute chose des affaires d'argent. Voilà. C'est plus l'information qui prime, c'est l'argent qui prime. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que ce sont en général, dans la plupart des cas, des groupes qui perdent de l'argent. Donc si ces gens acceptent de perdre des centaines de millions par an, c'est pas pour rien. Voilà, ça me paraît normal. Est-ce que vous sentez un réveil chez les gens? Est-ce que les audiences de votre revue de presse internationale, et est-ce que les audiences du blog augmentent en ce moment? Oui, oui, ça a augmenté depuis quand même... depuis 5 ans, on est passé de 25, ou en tout cas, je veux dire, mes premières informations sur le blog, on est passé de 25 ou 30 personnes par jour, on est passé quand même de 35 à 50 000 personnes par jour, ce qui est quand même colossal. Et aussi bien sur la radio, je veux dire... la radio aujourd'hui a un écho absolument, enfin cette émission a un écho absolument fascinant. D'autant plus que comme elle est téléchargeable sur internet le soir même, donc les gens le reprennent. Je reçois beaucoup de mails d'épouses qui me disent oui, mon mari vous écoute jusqu'à 2 h du matin, tous les mercredis, il va chercher l'émission, etc. Donc oui, il y a un réveil. Bon, maintenant que la population se réveille, je sais pas, en tout cas il est préférable que 10% de la population soit réveillée que 0, hein. On est bien d'accord. J'ai jamais eu la prétention de vouloir... moi ce qui m'étonne d'ailleurs aujourd'hui, c'est justement c'est que mon blog soit arrivé en fait à un tel niveau de fréquentation. C'est absolument sidérant. Et ce qui est sidérant, c'est que justement personne... alors c'est peut-être le ton, hein, parce que j'ai un ton qui est extrêmement libre et qui n'hésite pas... j'ai jamais hésité par exemple à dire que les banquiers sont des enfoirés et des putes. Donc c'est devenu ça a toujours choqué certains et fasciné d'autres qu'on puisse dire ouvertement à l'antenne, à la radio, que les banquiers sont des putes, hein, voilà. Donc je pense que ceux qui sont choqués vont découvrir assez vite à quel point leur banque est une pute. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, de plus en plus de banques, vous voyez fleurir sur les guichets des panneaux, il est interdit de... Non, il n'est pas interdit, pardon, il ne dit jamais ça, mais retrait limité à... Alors, donc c'est 300 € dans certaines banques postales, 500 € et ça va jusqu'à 900 €. Alors maintenant, si vous voulez retirer plus de 1500 €, hein, il faut... Maintenant c'est 5 jours, avant c'était 48 heures, hein. Avant c'était 2 jours, maintenant c'est 5 jours. Je pense que d'ici 15 jours ou un mois, on va peut-être arriver à 2 mois pour retirer Donc ça vous montre bien qu'il y a une crise gravissime de liquidité au niveau des banques françaises et qu'elles essayent à tout prix d'empêcher les gens de retirer l'argent, hein, parce que si auparavant, je dis n'importe quoi, si auparavant par exemple pour une semaine
une semaine ou ne serait-ce que pour 2 jours, elles avaient une montagne d'argent, on va dire 100 milliards, d'accord, qui sortait. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce montant a baissé et qu'ils ne sont plus qu'à 20 milliards. Et c'est la raison pour laquelle on voit fleurir dans toutes les banques, dans tous les guichets, pour retirer autant, prévenir, ou alors il vous faut 15 jours d'avance, prévenir 15 jours d'avance, etc. Oui, il vous faut attendre 15 jours, pardon. Je pense notamment à la banque postale, où ça devient de plus en plus problématique pour les gens de retirer leur argent. C'est clair. Et le fait que ça soit la crise, le fait qu'on le ressente, le fait que les banques commencent à serrer les boulons très fort, et le fait que dans les médias on en parle pas du tout, enfin quasiment pas dans les médias de masse. Je veux dire, j'ai l'impression des fois quand je regarde le journal télévisé, j'ai l'impression de ne pas être sur la même planète que ces gens-là, quoi. Ils parlent pas du tout des choses importantes. On se focalise sur, je sais pas, des broutilles, le football, sur le tweet de je ne sais qui, Ségolène Royal. On est complètement déconnectés. Enfin, eux sont déconnectés de nous, ou je sais pas, de la réalité. C'est volontaire. Ils sont le fossé entre ce qui se passe vraiment et l'information que vous donnent les télévisions et les radios, effectivement, est à la mesure de la gravité de la situation. Et ça, je reçois effectivement de plus en plus de mails là-dessus, parce que sur mon blog, bon, les gens peuvent vérifier effectivement les informations, donc tout est sourcé. Mais il y a un autre parallèle qui est intéressant à observer, c'est que il y a de plus en plus de gens qui se suicident. Par exemple, le week-end de Pentecôte, je crois que c'est la Pentecôte. Non, Pentecôte. Enfin, il y a quoi? Il y a 2 semaines, 3 semaines. On a battu le record du nombre de suicidés sur les voies ferrées. Jamais la SNCF n'a enregistré autant de suicides sur les chemins de fer. C'est absolument inouï. Au point que ça a fait même l'objet que le Parisien, etc. en ont parlé. C'est pour vous dire que c'est grave. Et moi, de mon côté, j'ai constaté en fait qu'il y a un parallèle entre le nombre de suicides et le nombre de panneaux qu'on voit apparaître dans les banques en disant qu'en limitant les retraits. C'est-à-dire parce que quand ils limitent les retraits, bien entendu, il va de soi que l'argent en crédit, etc., qu'ils peuvent accorder aux gens, aux entreprises, etc., diminue, surtout aux entreprises. Et on voit ainsi, par exemple, il y a 2 jours, il y a un retraité qui est allé dans son agence du Crédit Agricole, il a sorti son fusil de chasse et il s'est tiré une balle il se l'a mis comme ça sous le menton, il a tiré, il s'est arraché la tête. On ne sait pas trop comment il a survécu, enfin on ne sait même pas s'il va survivre d'ailleurs, mais toujours est-il, si vous voulez, que c'est quand même la deuxième fois que 2 personnes différentes se suicident, ou du moins font une tentative de suicide dans une banque, en France. Allô, on est en France. Donc ça, c'est le signe de quelque chose de très grave qui est en train de se répandre. Et je pense, hélas, que nous en sommes au début, et malheureusement ça confirme tout ce que j'ai pu annoncer aux lecteurs et aux auditeurs depuis à peu près 3 ans, 4 ans. Et cette personne de Alphonse Le Saunier qui fait le pied de grue devant la banque, on en a des nouvelles peut-être? Oui, malheureusement, oui, on a des nouvelles parce que je l'ai appelé et justement ce qu'il m'a dit, c'est qu'aucun homme politique, alors quand je parle d'homme politique, je parle pas de Nicolas Sarkozy ou de Bayrou ou de François Hollande, enfin Ségolène Royal, non, je parle simplement de gens de la région, le maire, le conseiller général, vous voyez ce que je veux dire, des gens de la région, Personne n'est venu le voir, alors qu'il y a quand même plusieurs papiers dans la presse locale. Personne n'est venu le voir. Ça fait 1 mois qu'il est là tous les jours, au petit matin jusqu'à la fin de la journée, sur le trottoir de la Société Générale. C'est monsieur Bruno Boukelfad, si mes souvenirs sont bons. Et donc il m'a expliqué que la Société Générale, ayant perdu le procès, parce que la Société Générale lui a fait un procès parce qu'il était sur le trottoir. Donc il avait, ce que je veux dire, vous en tant que Français, vous n'avez même plus le droit de rester plus de 5 minutes sur le trottoir en face d'une banque. Non mais quand je dis que les banques sont en train d'enlever ont volé la démocratie, là on a une preuve flagrante. Et donc ils lui ont fait un procès que la Société Générale a perdu. C'est-à-dire que le tribunal lui a donné le droit de rester sur le trottoir. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Et on voit bien entendu que la presse régionale, etc., n'a quand même pas trop osé. C'est-à-dire que, et là on voit bien le traitement de toute la presse qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez un Planquin,
vous avez un planquin qui s'enferme chez lui et qui dit qu'il va se suicider. Alors là, vous avez le GIGN, etc. BFM et iTélé vous font des directs, etc. Vous avez un type l'autre jour qui a pris en otage, je sais plus, à Toulouse. Enfin bon, peu importe. On en a fait tout un scénario toute la journée. Là, vous avez un type qui manifeste tout seul devant l'agence de la Société Générale. Personne n'en parle. C'est fabuleux. Donc on voit bien que le choix des rédacteurs en chef dans les télévisions, etc. est volontaire. C'est-à-dire on parle de tout sauf des vrais soucis. On l'a vu pendant la campagne présidentielle, ils ont parlé de tout sauf de la véritable crise. Et surtout des bons du Trésor, par exemple. Hein. Exemple, Nicolas Sarkozy s'est félicité du fait et François Hollande que jamais la France n'a payé aussi bas, soi-disant, pour des bons du Trésor. Hein. On va dire qu'on est à grosso modo 3%. Hein. Mais ce qu'on voit, nous, c'est quand même que l'Allemagne est quasiment proche, enfin elle le fait même en ce moment, c'est quasiment des taux négatifs. C'est 0%. 0%, ouais. Donc ça fait quand même la différence entre les deux pays est quand même énorme. Voilà. Donc là, il y a un vrai problème. Et aujourd'hui, ce matin, on a vu par exemple que les bons du Trésor hier, c'était sur l'Espagne, ont dépassé les 7%. Ça, c'est le défaut de paiement assuré d'un pays. C'est l'Espagne va vers la Grèce, c'est la situation grecque, l'Italie aussi, nous aussi, à un moment donné ou un autre. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que François Hollande ne terminera pas son mandat. Alors justement, en revenant sur l'Espagne, on a déjà injecté, enfin on va injecter en tout cas 100 milliards d'euros pour l'Espagne, et la France va se porter garant à 20%. Ça, c'est vraiment de l'argent foutu en l'air, quoi. C'est de la dette sur de la dette sur de la dette. C'est le mécanisme de l'EFSF et du MES, tous ces trucs bizarres qui sont simplement des mécanismes destinés en fait à emprisonner les pays dans le carcan de la dette. C'est-à-dire que plus il est endetté, plus on lui prête, jusqu'au moment où il n'y a plus de retour possible en arrière, où le pays est mis en esclavage. Exemple, la Grèce. Voilà. On va pas. Et moi, je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que c'est vous m'en aviez parlé tout à l'heure, puisque c'est tombé ce matin. Le bon du Trésor espagnol sur un an a doublé en l'espace de quoi, de 15 jours? Un mois. Ou un mois. C'est énorme. A doublé sur un an. Un bon du Trésor sur 365 jours. Je crois qu'il a 4% ou. Il a 5%. À 5%, non mais 5%, un bon du Trésor d'un pays. Attendez, là c'est. Attendez, même si vous regardez bien les publicités à la télévision et vous voyez que. Alors je sais plus si c'est Ford ou Hyundai, peu importe, mais vous avez les pubs à la télé. Ils vous font des crédits à 1%, à 1,5% pour que vous achetiez la voiture. Et l'Espagne est obligée de payer 5% pour un prêt sur un an. Il y a un problème. Il y a un grave problème. Alors en plus de ça, l'Espagne est un de nos principaux. Enfin, on fait beaucoup de commerce avec l'Espagne. C'est notre voisin, on est frontalier. Ils nous achètent pour plus de 30 milliards de produits chaque année. Et la Grèce est le 5e pays le plus important pour la France, puisqu'on a un excédent commercial de 1,9 milliard d'euros avec eux au niveau commercial. Donc là, avec les deux pays qui chutent, notre balance commerciale va prendre un sacré coup sur la tête encore. Écoutez, je ne veux pas rajouter une tonne de mauvaises nouvelles, mais malheureusement, et encore vous ne comprenez pas là-dedans Chypre, qui va bientôt tomber, ni l'Italie, parce que on a quand même un commerce avec l'Italie qui est considérable, je me souviens plus du montant, mais il est clair qu'avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce qui tombe, et n'oubliez pas le Portugal, le Portugal. C'est important, Leur bon du Trésor, les taux avaient dépassé les 10%, à un moment donné, je crois qu'ils avaient même frôlé les 12%. Donc ça fait quand même Portugal, Espagne, Italie, Grèce, ça fait quand même 4 pays majeurs pour nous qui sont en train de s'effondrer et qui vont nous entraîner dans leur chute, par définition. Puisque eux-mêmes ne pouvant plus nous commander, ne pouvant plus participer à notre, à l'équilibre des commerces, des commerces respectifs, nous fonçons, qu'est-ce que je dis, nous fonçons, on plonge littéralement le saut de l'ange dans une récession absolument effroyable. C'est triste. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, mais on ne finira pas l'année 2012. Alors en plus de ça, on a entendu François Hollande, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, parler de 120 milliards, d'injecter 120 milliards d'euros
pour relancer l'Europe, etc. au niveau du commerce. C'est 120 milliards d'euros. Je sais pas si les gens se rendent bien compte, mais on parle de sommes extravagantes là. Attendez, il faut bien comprendre, si vous voulez, que ce chiffre il vient pas de François Hollande, il a pas que ça à faire. Ce chiffre vient, si vous voulez, de ses conseillers économiques. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a quand même quelque chose d'absolument stupéfiant qu'on a vu avec la JP Morgan quand Obama a été élu. Obama, je crois que c'est 1 an ou 2 ans après, à mi-mandat en tout cas, il a nommé l'un des collègues de Blight Masters, on a son nom dans le livre, je me souviens plus, mais il a nommé secrétaire général de l'Élysée. Enfin, c'est pas l'Élysée, c'est secrétaire général de la Maison Blanche. Hein, donc il était donc la Maison Blanche était entre les mains d'un homme de Wall Street, et qui plus est de la JP Morgan. Je veux dire, symboliquement, on peut, genre, plus fort on meurt, quoi. Qu'a fait François Hollande? Il a donné les clés du secrétaire général de l'Élysée à un banquier de la banque Rothschild. Hein. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc on voit bien que les deux présidents, que ce soit Obama ou Hollande, ont compris que pour envoyer des signaux de calme au marché financier, ils devaient remettre les clés de chez eux, de leur maison. La Maison Blanche, c'est la maison d'Obama, symboliquement. Vous êtes d'accord? L'Élysée, c'est la maison de Hollande, symboliquement. Qui tient les clés? Hein, comme Saint-Pierre, hein, avec ces deux clés-là. Qui tient les clés de l'Élysée? C'est un banquier de la Rothschild. Qui a tenu les clés de la Maison Blanche? C'est un banquier de la JP Morgan. Tout est dit. Je trouve ça quand même assez sidérant. Et donc ce chiffre de 120 milliards vient effectivement des économistes qui sont autour de François Hollande. Je rappelle simplement pour le principe que ce sont des économistes aveugles, hein, c'est une bande de crétins, hein, qui n'a absolument pas vu la crise arriver, hein, parce que tous ces pignoufs, vous les avez pas vus en 2007, 2008, ni même en 2009 d'ailleurs, ni même en 2010, hein, en train d'agiter les alarmes, les cloches, etc., en disant attention, là on fonce véritablement à la banqueroute universelle. Pas du tout. Ces mecs-là, ils vous disaient tranquillement que ça allait s'arranger, et patati et patata. À l'image de BFM, hein, le Guillaume là sur BFM avec de la marge qui vous dit oui, mais il y a la reprise aux États-Unis, c'est le mensonge absolu qu'on a vendu aux Français. Hein, il y a tout le temps la reprise aux États-Unis. C'est marrant. Il y en a jamais eu, mais on vous dit aux Français, c'est ce qu'on leur dit. Il y a tout le temps la reprise. C'est pas là, tout le monde l'a vu avec de la marge sur BFM. Et donc les économistes qui sont autour de François Hollande sont de la même trempe, c'est-à-dire des couilles molles qui n'ont rien vu venir. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que l'avenir économique de la France est entre les mains de ces mecs-là. C'est extraordinaire. Je pense notamment à Eli Cohen. C'est fascinant, c'est à se taper la tête contre les murs. Ces mecs n'ont rien vu venir et c'est eux qui disent à Hollande ce qu'il faut faire. Et alors c'est fascinant, le mec il réclame 120 milliards, mais c'est comme si je vous disais tiens donnez-moi 50 centimes hein, pour relancer la fameuse relance. Voilà, 50 centimes. Ouf. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, 120 milliards, il va relancer le pays avec quoi? 120 milliards, mais ne serait-ce que pour sauver les banques espagnoles, il en faut 400 milliards. Et on ne parle pas des banques italiennes, ni des banques portugaises, ni des banques chypriotes. Et Monsieur Hollande et l'équipe de crétins autour de Hollande réclament, ils disent on a besoin de 120 milliards. Mais on vient déjà de mettre, nous, je crois que c'est 80 ou 90 milliards, je sais plus, parce que je m'y perds moi avec tout ça. 100 milliards. Dans le FSF. Ah, oui. Dans le FSF, vous voyez ce que je veux dire, il y a une partie qui va être redistribuée à tous les autres pays. Non mais, je sais pas, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors, Hollande, l'équipe d'économistes de Hollande me rappelle toute la clique autour de Sarkozy, qui faisait beaucoup de bruit, qui s'agitait dans tous les sens, à coups de médias, de caméras, de télévision, d'interviews en direct, et au final, le lendemain, il n'y avait plus rien. Une fois que la poussière médiatique était retombée,
Rien ne s'était passé. Ils n'avaient jamais donné un centime. Hein, quand ils disaient nous allons donner 5 milliards pour les handicapés, 10 milliards pour l'éducation, si vous grattez un peu, vous découvrez que quand ils ont donné la moitié ou le quart, c'était déjà bien. Alors le fait c'est ce qu'on appelle les effets d'annonce. Hein, une fois que les effets médiatiques sont retombés, il n'y a plus rien. Les effets d'annonce, on peut parler aussi de François Hollande avec ses effets d'annonce, avec tout ce qu'il a promis, qui va à l'encontre de ce que préconise l'Union européenne. Déjà, Egan Jones nous a dégradé à BBB il y a 2 jours, il y a 2-3 jours. À mon avis, vu ce qu'annonce François Hollande, vous ne pensez pas qu'on risque d'être dégradé par les grosses sociétés de notation dans très très peu de temps? Attendez. François Hollande est un enfant de Mitterrand. Je veux dire, c'est un enfant symbolique de la génération Mitterrand. Lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1980, il y a eu ce qu'on appelle la vague rose, après, aux législatives. Qu'est-ce que vous avez observé il y a 3-4 jours? La même vague rose. C'est un remake de 1981, sauf que c'est un mauvais remake. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mitterrand? Mitterrand avait fait tout un tas de promesses aux pauvres. Augmentation de retraite, augmentation du SMIC, augmentation de ceci, augmentation de cela. Ce qui fait que la France avait massivement voté. Ils ont réussi à casser le mur de la droite et la gauche a réussi à gagner pour la première fois depuis le Front Populaire. Hein. Donc c'était quelque chose d'énorme. Mais qu'est-ce qui s'est passé 6 mois plus tard? 6 mois après, la France, Mitterrand et toute l'équipe, ils ont été obligés de faire marche arrière et à toute vitesse parce que l'argent, les capitaux étaient en train de fuir la France, que le chômage était devenu endémique, que tous les jours les entreprises viraient, licenciaient, fermaient, etc. à cause des mesures totalement stupides qui ont été mises en place par les économistes socialistes. Voilà, hein, qui sont ni plus ni moins que des enfants par l'escalier de service de Marx. Hein. Oui, on peut le voir comme ça. Il va se passer la même chose maintenant. Ce qui s'est passé avec François Mitterrand 6 mois après, hein, eh bien il va se passer la même chose, mais dans 3 mois simplement. Je pense que cet été, on risque d'avoir des grosses surprises. Très grosses surprises. Notamment avec les dégradations et éventuellement des notes de la France. Non, pire que ça. Je pense qu'il y aura des banques qui vont sauter. Des grosses banques. Vraiment des très grosses banques. Cet été, septembre, des choses comme ça. Et je vous l'ai déjà dit, on ne termine pas 2012. C'est impossible. C'est impossible vu l'état de ce qu'il y a. Jusqu'à présent, on fait toujours beaucoup d'effets d'annonce, etc. EFSF, MS, machin. Mais personne, strictement personne, n'a mis 1 centime dedans. Tout ça, ce ne sont que des écritures comptables sur des ordinateurs. Voilà, c'est tout. Alors j'ai un deuxième document pour vous que j'ai récupéré ce matin sur le net et qui s'appelle, je mettrai ça aussi sur le site, sous l'interview, hein, sous la vidéo, qui s'appelle Jamie Dimon is not alone. Et dans ce document, on apprend en fait que la Fed, les membres de la Fed ont prêté aux membres de l'argent à 0% pour enflouer leur banque et leur société. Et on a tous les noms et toutes les sociétés qui ont bénéficié de ces millions, ces 4 milliards d'euros. Ils se sont donné 4 milliards d'euros pour leur banque et pour leur société. Juste hallucinant, non? Oui, mais ça, enfin bon, c'est pas tout à fait nouveau ça. Hein. On l'a déjà, moi j'ai déjà donné il y a à peu près 1 an. Hein. On va dire que le sénateur a simplement approfondi l'enquête, parce que je me souviens, alors je ne sais pas si elle est dans cette liste, mais par exemple, rien que de tête comme ça, Harley Davidson avait réclamé, le fabricant de motos, avait réclamé en septembre 2008 donc de l'argent à toute vitesse à la Fed. Parce qu'il disait qu'ils étaient proches de la banqueroute. Et qu'a fait donc 2 ans plus tard, une fois qu'ils ont reçu l'argent des contribuables américains, qu'a fait Harley Davidson? Eh bien il a délocalisé, vous n'allez pas le croire, en Inde. Ça s'invente pas ça. Voilà. Donc là, ici je vois General Electric, voilà. Goldman, Citigroup, Lehman, SunTrust. Là le truc c'était que c'était marqué que c'était en secret, c'est qu'ils se sont prêtés en secret 4 milliards de dollars à 0 d'intérêt pour leur société et pour leur banque. Ça s'appelle la fenêtre de la Fed. C'est secret. On va dire c'est secret, mais c'est pas si secret que ça, puisque pour qui s'est fouillé sur le dossier, dans le site internet de la Fed, vous pouvez trouver
trouvé, enfin je sais que ça c'est sorti déjà il y a à peu près 2 ans, hein, mais le sénateur effectivement a bien fait d'appeler les médias américains pour montrer. C'est vrai que c'est un vrai scandale. C'est vrai que c'est un vrai scandale. On comprend pas trop bien ce que General Electric, ce que Citigroup, ils ont eu une somme absolument astronomique. Oui, par exemple, PNC, voilà. Dont on parlait tout à l'heure. Ça c'est Financial Service Group, ça c'est une branche. Enfin si c'est la même, hein, parce que nous on parlait tout à l'heure de la Pittsburgh. Mais on voit bien que c'est principalement des banques. Des banques. Voilà. Mais vous savez, le sénateur découvre ça le 12 juin, mais moi je vous signale que sur mon blog, j'ai quand même, enfin vous l'avez vu, j'ai quand même donné, je suis pas le seul, hein, Zero Hedge l'a donné aussi, il suffit de regarder les minutes de la Banque Centrale Européenne, hein, pour voir que toutes les banques qui ont emprunté, ne serait-ce que l'été dernier, à quasiment 0 ou 1% à la Banque Centrale Européenne, et également en novembre et décembre dernier. Je vous signale qu'en automne dernier, toutes les banques européennes, je pense notamment à la Société Générale, Crédit Agricole, etc., elles étaient en faillite. Elles ne doivent leur survie qu'au fait que la Banque Centrale Européenne leur a donné de l'argent. À 1% d'intérêt, exactement comme dans cette configuration-là. Malheureusement, ça n'a rien de nouveau. Alors, j'ai vu aussi un document sur internet où le journaliste disait que les taux de prêt à la banque, enfin à l'Allemagne à 0%, étaient annonciateurs d'une grosse crise ou voire pire. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, mais en fait c'est vieux ça aussi. En fait, pourquoi les bons du Trésor allemand tombe à 0 voire à moins 71, 0,71. Bon, une raison très simple, c'est que la demande est telle pour ces bons du Trésor en ce moment, enfin c'est pas depuis aujourd'hui, hein, ça date déjà depuis l'été dernier. C'est-à-dire que vous avez des masses d'argent qui quittent des pays comme les États-Unis, la France, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, etc., l'Autriche, et qui vont se réfugier dans les bons du Trésor allemands. Donc à partir du moment où vous avez plus de demandes, forcément, donc les Allemands, la Bundesbank, elle fait quoi ? Elle dit elle met le taux à 0 et puis ensuite elle le met à 0, elle le met en taux négatif. C'est effectivement en fait, ce n'est que l'indicateur d'une phénoménale fuite de capitaux qui est effectivement alarmante, puisque ça ne sert que de coffre-fort en fait. Ça ne sert que de coffre-fort. On a vu que par exemple EADS, hein, je l'avais donné sur le blog, c'était une grande interview dans le Financial Times, le patron, le directeur financier de EADS est terrorisé à l'idée que les banques de EADS fassent faillite et que EADS perde les 11 milliards de trésorerie qu'ils ont. EADS est une entreprise comme une autre, elle a de la trésorerie, et à son niveau, effectivement, la trésorerie, ça va très vite, c'est 11 milliards. Alors vous imaginez, EADS, si jamais ces banques la lâchent, elle perd 11 milliards, elle va direct dans le dépôt de bilan. C'est gravissime, c'est une situation gravissime, et c'est valable pour les autres. Donc les grandes sociétés comme EADS, les multinationales qui ont des trésoreries comme ça, qu'est-ce qu'elles font ? Pimco par exemple, les multinationales ils sont spécialisées, c'est Allianz, c'est l'assureur, ils mettent justement ça dans les bons du Trésor allemand. Il dit, mais je m'en fous que ça nous rapporte ou que ça ne nous rapporte pas. Là, la question n'est plus de gagner de l'argent, la question c'est de le sauver. C'est ça le message implicite que le bon du Trésor allemand nous donne. À 0%, c'est sauver ce qui est encore sauvable. Et même les canards sont d'accord avec nous. Alors Pierre, dans une de vos dernières vidéos, je me souviens que vous avez envoyé un challenge à vos auditeurs. Vous vous en souvenez ? Oui. C'est pour les bons du Trésor. Allez voir votre banquier. Oui. On y va ? Oui. Vous êtes prêts ? Oui. On y va. Bon Pierre, dans une de vos dernières vidéos, vous nous avez envoyé un challenge, celle d'aller chercher des bons au trésor dans notre banque. Alors aujourd'hui, le capitaine Anderson tente cette mission impossible. Allez, on y va.
je voudrais acheter des bons au trésor. Est-ce que j'ai le droit d'acheter des bons au trésor? Les bons du trésor... Des bons trésors français, est-ce que je peux acheter des bons trésors français? Je ne sais même pas si c'est encore en circulation. Les bons trésors étrangers éventuellement? Non. Il y a X temps que j'ai pas négocié de bons du trésor. Est-ce que ça existe toujours? Vous avez référence autour de vous de personnes qui en ont acheté? Non, pas du tout. C'est une question. Je voulais juste comment savoir. vous connaissez ce produit? Les bons trésors? Oui. On entend quand même vachement parler dans les médias quand même. Pas trop en ce moment. Ouais, les bons par exemple, trésors, ça a été quelque chose de très courant. Par exemple, les bons trésors espagnols aujourd'hui, c'est quand même relativement intéressant comme placement. Alors moi je ne m'aventurerai pas là-dessus. Non. Les médias ils disent beaucoup de choses, ils disent aussi beaucoup de bêtises. Franchement, ça ne fait pas partie des produits sans risque, à ma connaissance. D'accord. Est-ce que c'est possible d'acheter des bons trésors? Je peux me renseigner là-dessus si vous voulez, mais disons qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment. Oui. Vous êtes le deuxième, effectivement, vous êtes la deuxième personne à avoir enregistré la conversation et c'est clair que les conseillers clientèle, comme ils s'appellent, ne savent même plus ce que c'est qu'un bon du trésor français. C'est quand même fascinant. La banquière m'a rappelé 1 heure après pour me dire non en fait on fait pas. C'est normal limite, mais elle m'a rappelé pour me dire qu'on fait pas et que ça existait limite, ça existait plus quoi. Non, mais c'est exactement ce que j'ai dit. J'étais très surpris qu'un certain nombre de trolls sur le web, parce que j'avais lu un certain nombre de commentaires suite à ce défi que j'avais lancé. Les mecs, ils étaient en train de frimer en disant mais moi je suis allé dans mon agence, j'ai eu des bons du trésor, des menteurs finis quoi. C'est impossible. Bah oui. C'est impossible. Sur l'autre témoignage que j'ai, le banquier explique à notre auditeur ou à lecteur que en fait il fait plus de bons du trésor, ils ont cessé d'en faire mais depuis 5. Et je suis même pas certain que ce soit vrai. Je pense que ça remonte à beaucoup plus que ça quoi. Comme elle dit la conseillère, finalement c'est plus de 15 ans quoi. Oui. Non mais c'est fini. Je veux dire, le bon du trésor français est bazardé aux étrangers. Donc la France devient esclave, et plus on vend notre dette, parce que quitte à être esclave, autant être esclave des Français, tant qu'à faire. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. C'est dans la loi, non? Il me semble qu'on n'a plus le droit de prendre des bons français. Ils ont fait voter, alors je me souviens plus de quelle circulaire il s'agissait, mais je pourrais vous donner les références parce que je les avais vues passer. Ils ont fait voter un truc comme ça, après la loi du 3 janvier 73, qui nous forçait effectivement à commercialiser le plus grand nombre, la part la plus importante de bons du trésor à l'étranger. Et d'ailleurs, il suffit de regarder la composition des gens de l'agence France Trésor. L'agence France Trésor, c'est celle qui vend nos bons du trésor à l'étranger. Vous trouvez des gens de la Fed, ou des anciens de la Fed par exemple. Vous trouvez tout un tas de gens, des banquiers américains ou anglais. C'est hallucinant que viennent faire ces gens au conseil d'administration de l'agence, l'agence France Trésor. C'est insensé. On voit bien que le cœur, le nerf de la guerre, parce que l'argent, il ne faut jamais oublier, c'est le nerf de la guerre, nous a été volé. Et à partir du moment où on vous vole le nerf de la guerre, vous ne pouvez plus faire la guerre. C'est tout. Donc c'est une mise en esclavage progressive des Français. Voilà. Là vous avez eu c'est très bien que vous ayez fait ça, c'est vraiment très bien. En plus c'est très clair, c'est parfait, et ça répond et ça va clouer le bec à un certain nombre de petits crétins. Parfait. Pierre, pour terminer, juste une petite question, sans trahir le secret sur votre prochain livre. Est-ce que ça traitera toujours d'économie, j'imagine? Oui. Est-ce que ça sera sur une personne ou ça sera sur un système? Ça sera... Non, ce sera sur un système. Vous savez, moi j'ai pour règle de ne jamais parler de mes livres. Et c'est une règle que j'observe depuis que j'ai écrit Les Anges Gardiens, par exemple. Oui. Ok. Voilà. La date... moi je ne dis rien, mais j'arrive en général avec le produit fini. Voilà. La date de sortie, ce sera grosso modo... Je pense soit décembre, soit janvier ou février, soit décembre 2012 ou janvier-février 2013, dans ces zones-là. Parfait. Pierre, je vous remercie encore une fois d'être venu à moi.
Bah, Ça a été vraiment c'est- super agréable cette journée. Là, on a bien mangé et puis les canards ont été sages pendant l'interview. Voilà. Bah, ouais, en tout cas, merci à vous, capitaine Anderson, hein, parce que c'est votre, parce que grâce, enfin, je vais pas, on va pas faire dans la, mais grâce à toutes les traductions que vous avez faites, je pense notamment à Nigel Farage, beaucoup de Français ont pu entendre Nigel Farage, enfin lire, puisque vous mettez les sous-titres, hein, et c'est quand même un travail que l'Union européenne aurait dû faire depuis longtemps. Et là aussi, on peut souligner à quel point la démocratie européenne nous est volée, puisque certains m'ont dit oui, mais il y a des traductions. Oui, effectivement, si vous mettez votre casque et vous prenez votre manche de pioche, effectivement, en fouillant pendant 3 heures sur le site de l'Union européenne, encore il faut savoir quel site, hein, vous allez peut-être trouver les traductions de Nigel Farage. Mais sinon, heureusement que vous êtes là, vous et il y a un autre Hussard de la mort qu'on salue, hein, au passage. Non mais sincèrement, parce que grâce à vous deux, les Français ont accès comme ça à des vidéos, à des interviews qui sont absolument, qui sont très très puissants et qui montrent bien l'étendue du désastre, mais que vous ne voyez jamais sur les télévisions françaises. Voilà. Merci à vous. On rappelle le livre Blight Masters et ne soyez pas jaloux, mais moi j'ai eu la dédicace. Voilà, à bientôt à tous.